on a tous vu des cartons rouges pour un tacle dangereux, une insulte à l'arbitre, une main sur la ligne. Oui, les classiques. Voilà, mais là, on est vraiment dans une autre dimension. Les sources qu'on a sous les yeux, elles sont très courtes, des flashs d'infos, mais elles décrivent une scène mais complètement folle. Ah oui. Un joueur qui est expulsé pour avoir giflé son propre coéquipier en plein match de Première Ligue. C'est ça. Le premier mot qui vient, c'est celui des sources. D'ailleurs, incroyable. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on en arrive là. On a juste quelques lignes, mais elles sont pleines d'indices sur la pression, la camaraderie et aussi la rupture psychologique dans le sport de très très haut niveau. C'est le genre d'événement qui fige le temps sur un terrain de foot. Et la concision des sources, elle est intéressante. Ce sont des dépêches, leur but c'est de donner le fait brut, le plus vite possible. Oui, c'est factuel, exactement. Elle pose le décor. On est en Angleterre, match de Première Ligue, le championnat le plus intense du monde sans doute. On est à la 12e journée, donc pas en tout début de saison. Non, les enjeux commencent déjà à peser lourd. Et l'affiche, c'est Everton contre Manchester United. Un match toujours tendu. Et les protagonistes de ce drame, ce sont deux joueurs d'Everton. Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain, et Michael Keane, le défenseur. C'est entre ces deux hommes qui portent le même maillot que l'impensable s'est produit. Exactement. Ok, alors décomposons un peu ce moment. Pour vraiment comprendre ce qui a pu se passer, je pense qu'il faut regarder le moment exact où ça a dérapé. Les sources sont unanimes là-dessus, ça se passe à la 13e minute. 13 minutes de jeu. 13 minutes, c'est presque le coup d'envoi. Le match vient à peine de commencer. C'est ça qui est le plus déroutant, non? C'est le détail le plus important, je pense. Un geste de frustration à la 89e minute, ton équipe perd 3-0. On peut presque comprendre. Voilà, c'est presque compréhensible, humainement. On met ça sur le compte des nerfs qui lâchent, la fatigue. Mais à la 13e minute, c'est tout autre chose. La fatigue, ce n'est pas un facteur. Le score est probablement encore de 0-0. Bien sûr. Ça nous dit que ce n'est pas le match en lui-même qui a créé la tension. Le match a seulement été la scène, le détonateur d'un conflit qui était déjà là, latent. La poudrière existait déjà avant, en fait. C'est ça, la 13e minute, c'est juste le moment où quelqu'un a craqué l'allumette. Et cette allumette, elle met le feu à toute la stratégie de l'équipe. Pour Everton, c'est d'un scénario catastrophe. Ah, c'est terrible. Se retrouver à 10 après 13 minutes, ça veut dire qu'il reste 77 minutes, plus le temps additionnel, à jouer en infériorité numérique. Toute la préparation de la semaine, le plan de jeu de l'entraîneur, Tout part en fumée. tout part en fumée, et la raison n'est même pas un fait de jeu, c'est un acte d'autodestruction. C'est un suicide sportif, purement et simplement. Et ça nous ramène au contexte de la Première Ligue. Chaque point est vital. La pression pour le résultat, elle est immense, à chaque seconde. Et l'arbitre, dans ce contexte, il n'a pas le choix. Non, dans cet environnement, il n'a pas le choix. Les sources précisent bien qu'il s'agit d'un carton rouge direct. Et la nuance est essentielle. Ah oui, c'est pas une accumulation. Non, on ne parle pas d'un deuxième carton jaune pour une faute d'anti-jeu. Le rouge direct, c'est la sanction pour ce que le règlement appelle un comportement violent. C'est la condamnation maximale sur un terrain. Donc, pour l'arbitre, le geste est si clair, si grave, qu'il n'y a aucune place au doute, aucune hésitation à jouer. Absolument aucune. Et c'est là que la nature du geste est parlante. Un tacle, même horrible, peut parfois laisser une place à l'interprétation. Il visait le ballon, il était en retard. Les excuses habituelles, quoi. Voilà. Bonnes ou mauvaises, elles existent. Mais une gifle au visage d'un autre joueur, il n'y a aucune intention footballistique possible. C'est une agression pure et simple, un geste qui n'a rien à faire sur un terrain. Rien du tout. L'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement à la lettre. Et le fait que ce soit si tôt dans le match renforce cette idée d'une perte de contrôle totale, d'une pulsion qui a submergé toute logique professionnelle. Cette perte de contrôle, on en a des indices dans les mots choisis par les sources. L'une d'elles parle d'une grosse embrouille. Oui. Le mot embrouille, ça suggère déjà une dispute, des mots échangés, mais l'adjectif grosse laisse imaginer que ce n'était pas discret, que d'autres joueurs ont dû le voir, l'entendre, que ça a été une scène. Oui, le mot embrouille nous sort de l'instantanéité. Ça implique qu'il y a eu un processus, même très court, un désaccord, une protestation, des reproches, une montée en tension qui a culminé avec le geste physique. Et puis il y a l'autre mot, celui qui est au cœur de l'affaire. Le mot-clé. Gifler. Les sources auraient pu dire frapper ou donner un coup, mais non, c'est gifler. J'ai l'impression que ce mot, il est beaucoup plus lourd de sens. Qu'est-ce qu'il te dit, toi, ce choix de mots? Il change toute la lecture de l'acte. Frapper, c'est un acte de violence physique. Gifler, c'est un acte de violence
psychologique et symbolique. Une gifle, c'est un geste d'humiliation. Ah oui, C'est un acte qui vise à nier le statut de l'autre, à le rabaisser. C'est une attaque à l'ego, à la fierté. Et le faire en public, devant 50 000 spectateurs dans le stade et des millions devant leur télé. c'est multiplier cette humiliation à l'infini. Exactement. Ce n'est pas juste un pétage de plombe, c'est une volonté, consciente ou non, de dégrader son partenaire. Son propre coéquipier, comme les sources le martèlent. C'est ça le cœur du problème. Des bagarres entre adversaires, ça arrive, c'est moche, mais ça fait presque partie du folklore de la rivalité. Oui, on a déjà vu ça. Mais là, c'est une rupture du contrat de base d'un sport collectif. L'équipe, c'est censé être une unité, un bloc. Là, c'est le bloc qui se fissure de l'intérieur. C'est une trahison de l'esprit d'équipe. Et c'est là qu'on entre dans le domaine de la spéculation, en se basant sur ce que les sources ne disent pas. Le non-dit. Voilà. Elle constate le fait, mais elle n'en donne pas la cause. Pour la trouver, il faut regarder les postes des joueurs. Idrissa Gueye est un milieu récupérateur. Son rôle est de protéger sa défense. Michael Keane est un défenseur central. Sur le terrain, ils sont voisins. Leur collaboration est essentielle. Attends, si leurs postes sont si proches, est-ce que ce genre de tension verbale est fréquent? Où est-ce qu'on met la limite entre une simple remontrance de jeu et une grosse embrouille? C'est une excellente question. Les remontrances, elles sont constantes dans le foot. Un défenseur qui crie sur son milieu parce qu'il n'a pas suivi un adversaire, c'est la norme. Ça fait partie du jeu. C'est une communication, même agressive, mais qui est fonctionnelle. La limite, elle est franchie quand la critique de l'action devient une attaque personnelle. Et surtout quand elle se transforme en violence physique. Il est donc très plausible que tout soit parti d'une action de jeu. Une erreur de placement, une perte de balle. Quelque chose comme ça. Un reproche plus virulent que d'habitude, une réponse cinglante et l'escalade mène à l'irréparable. Et cette irréparable, ça a des conséquences en cascade. On a parlé de l'impact sur le match lui-même, mais pour le club, c'est un désastre. Comment on gère ça en interne? C'est un cauchemar pour un club. D'abord, il y a les conséquences disciplinaires directes. Au-delà du match de suspension automatique, la Ligue va ouvrir une enquête et la sanction sera probablement bien plus lourde. Plusieurs matchs. Bien sûr. Ensuite, le club va lui infliger une amende très salée, souvent plusieurs semaines de salaire. Mais le plus compliqué, c'est la gestion humaine et l'image. Comment tu fais cohabiter à nouveau ces deux joueurs dans le même vestiaire? Comment l'entraîneur restaure son autorité et la cohésion du groupe? C'est ça la vraie question. Ça me fait penser à d'autres cas, même si c'est extrêmement rare. Il y a eu cette scène surréaliste en 2005, toujours en Première Ligue, entre Lee Bowyer et Kieran Dyer de Newcastle. Ah oui, je m'en souviens très bien. Ils jouaient dans la même équipe et ils se sont battus, échangés des coups de poing en plein match. Expulsés tous les deux. C'est l'image du chaos absolu. Exactement. C'est le symptôme d'un vestiaire qui a perdu tout contrôle, où les égos et les conflits personnels ont pris le pas sur le collectif. Dans le cas de Bowyer et d'ailleurs, l'implosion était totale. Ici, avec Gueye et Keane, c'est une agression unilatérale, ce qui pose d'autres questions. Oui. Que s'est-il passé dans la tête de Gueye? C'est un joueur d'expérience, international, pas forcément réputé pour être sanguin. Est-ce que les sources nous disent quelque chose sur son passé disciplinaire? Non, les dépêches sont beaucoup trop brèves pour ça. Elles se concentrent vraiment sur l'événement. Mais c'est une bonne question. Est-ce que c'est un acte isolé, une explosion unique, ou est-ce que c'est le point culminant d'un comportement errant? Les sources ne permettent pas de trancher. C'est frustrant. Mais ça soulève la question de l'impact sur les 9 autres joueurs sur le terrain. Ils doivent non seulement courir plus pour compenser, mais aussi gérer le choc psychologique. Imagine la scène. Tu es en train de jouer et tu vois tes deux partenaires en venir aux mains. La confiance est pulvérisée. Totalement. Le défenseur qui doit se fier à son milieu, le milieu qui compte sur sa défense. Ce lien de confiance est brisé publiquement. C'est peut-être ça le plus dur à réparer. Et les autres joueurs, ils deviennent les témoins impuissants d'une faillite humaine au sein de leur propre famille professionnelle. C'est ça. Et l'entraîneur sur son banc, lui, ne peut rien faire. Il subit une situation qui anéantit son travail et il va devoir passer les jours suivants à recoller les morceaux d'un groupe qui est probablement fracturé. C'est une étude de cas sur la fragilité extrême d'une dynamique de groupe soumise à une pression constante. Donc si on met tout bout à bout, on part d'un simple fait de jeu, un carton rouge, et on arrive à un tableau beaucoup plus complexe. On a un geste, la gifle, qui est plus une attaque personnelle qu'une faute de foot. Oui, clairement. On a un timing, la 13e minute, qui nous dit que le problème est plus profond que le match lui-même, et on a des conséquences qui vont bien au-delà de la défaite probable. Oui, bien au-delà.
Un groupe à reconstruire, une image de club écornée, et 2 joueurs dont la relation est peut-être détruite à jamais. C'est une synthèse parfaite. Ces quelques lignes d'information, factuelles et froides, nous ouvrent en réalité une fenêtre sur la psychologie d'athlètes de haut niveau. Elles nous rappellent que malgré les salaires, la préparation mentale, la célébrité, Ça reste des êtres humains. ça reste des êtres humains avec des points de rupture. Le vernis du professionnalisme peut craquer de manière spectaculaire et révéler des failles très humaines. Il est aussi intéressant de voir que le récit des sources est structuré par la sanction. Comment ça? Le fait marquant, journalistiquement, c'est l'expulsion de Guéhier. C'est l'action qui a une conséquence directe et quantifiable sur le jeu. Tout le reste, la cause de l'embrouille, le drame humain, est laissé dans l'ombre, à l'interprétation. C'est vrai. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste avec moi. On a beaucoup parlé, et c'est logique, d'Idrissa Gueye. C'est lui, l'auteur du geste, celui qui est sanctionné, celui par qui le scandale arrive. Le protagoniste principal, en quelque sorte. Exactement. Mais il y a un autre acteur dans cette histoire, qui devient presque silencieux une fois l'acte passé. Michael Keane. Et la question que je me pose, c'est comment on se relève de ça? Comment on trouve la force de continuer à jouer un match de Première Ligue pendant 75 minutes après avoir été publiquement ghislé, humilié par la personne qui est censée te protéger sur le terrain, devant le monde entier. L'histoire de celui qui frappe est spectaculaire, mais l'histoire de celui qui encaisse et qui doit continuer, elle est peut-être encore plus complexe à comprendre.